souviens qu'en 2016, lors de... Si Sin City n'est définitivement pas une terre de Formule 1, Las Vegas est entré hier sans mérite dans les livres d'histoire, en offrant son théâtre parfois grotesque et vulgaire à un 4e titre, pourtant majestueux du seigneur Max Verstappen. Après avoir marqué l'histoire, il s'est définitivement offert un statut de légende. Mad Max, l'ex-enfant terrible aussi clivant que charmant, a encore pris une autre dimension, rejoignant les plus grands. Et si on n'est pas atteint de mauvaise foi, qu'on l'aime ou pas, il faut avoir et savoir reconnaître qu'il a cette fois encore mis tout le monde d'accord, enterrant définitivement l'argument « Oui, mais ça veut rien dire, il avait la meilleure voiture !» Bonjour les amis, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce débrief du Grand Prix de Las Vegas, 22e manche du championnat du monde 2024. Et pour parler d'histoire, eh bien on a fait appel aux meilleurs, et notamment mon premier, qui en loose day s'est offert un tour de circuit en 500 abarth lors de sa dernière visite en principauté, Monsieur Hamza Ramadi. En plus, je regardais Brice, je fais de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Mais non, ça remonte un J'ai peu. appris ça, mon frérot. Ouais. Ça s'est bien passé? C'était bien? Ça s'est bien passé, mais toi, ça s'est bien passé? Très bien, très bien. Mais j'ai pas eu le droit au tour. On a aimé la en 500 principauté? abarth. Ah, franchement, on s'y installerait bien. Hein. Je le dis depuis le début, moi. Franchement, ça peut être une réflexion pour le développement des pistonnets. Je pense qu'on mérite un siège social. Regardez le à prix Monaco. des apparts à Beau Soleil, je vous garantis que c'est vraiment, comparé à Paris, Moins cher qu'à Paris? mais largement. Parce que le cadre de vie est plus et plus Beau agréable. Soleil, Hein. au vu que comment c'est positionné, si tu veux, t'as un appart sur deux, il a la vue mer. Non, t'es en train de me dire que là, la pluie qu'on s'est mangée là tout à l'heure, ça n'existe pas. Non. Là-bas, ça n'existe Je peux pas, pas te paraît-il. Là-bas, ça n'existe Mais pas. moi, par contre, ça a vraiment été une réflexion sérieuse. Hein. Bah Donc, écoute, on peut continuer à la mener si tu veux et déménager tous ces studios. On va en parler à la production. Bon, Villefranche-sur-Mer, c'est mort, mais... Exactement. Mon second, vous l'avez reconnu, il en a marre des conjonctivites, il s'est offert un nouveau casque désigné par un certain AP, qui n'a rien à voir avec le fameux Alain P. C'est bien sûr Monsieur Brice Germain. Ça va, Brice? Oui, designé. Designé. Parce que désigné, Oui. c'est moi qui l'ai désigné. Ah oui, C'est lui qui l'a designé. j'ai dû. C'est mon anglais qui a encore fourché. What you do? C'était le bruit du Kimco au démarrage. Studies, Imagine. Non, on va pas recruter quelqu'un, on fait ce qu'on peut, Non, désolé. Exactement. Oui, ça va. Oui, il a été designé par un certain AP. AP. Peint bientôt par un certain BS, mais je l'amènerai en plateau quand il sera prêt. On a hâte de voir. Et il y a sur ce casque, juste à l'air spoiler, tu as repris le numéro de Marcus Ericsson pour la saison prochaine. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais, il a une autre importance pour moi que Marcus Ericsson. Ouais. Mais comme je disais, Le storytelling. Le storytelling, on va dire, c'est pour Ericsson. c'est pour le tonneau de Monza, tu sais. Ouais. Mais non, mais justement, c'est pour éviter toute connotation avec un pilote de F1, parce que quand j'étais gamin, mon numéro de course, c'était soit le 4, soit le 44. Oh la honte. Le Oh la honte. Aïe. Oh mon dieu. Surtout dans la vidéo carte, qui sortira un jour. Oh mon dieu. C'est comme le différentiel pour Villebrequin, c'est pareil, c'est le même genre de teaser d'easter egg. Le numéro 4, tu l'avais pris dans cette vidéo, t'avais pas fait des merveilles avec. T'avais le 14, Mais c'est le numéro qui. Mais en fait, j'ai pas envie que je dise « Ah, t'es fan de Norris » ou « Ah, t'es fan d'Hamilton » parce que 4 et 44, c'est trop connoté. Alors que 9, ça l'est pas. Fan de Norris, c'est chaud. Hein. Mais 9, ça l'est pas. Alors, il y a eu Ericsson, mais il y a eu aussi eu Kimi à un moment donné. C'est vrai, t'as raison. Donc, bon, voilà, c'est ma date de naissance. Voilà. Et C'est bien de le préciser. Et puis le numéro 9 a une autre importance aussi pour moi, donc très bien, je le garde comme ça. Eh bien écoute, voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus. Mais je révèle pas, il est là, sur il les est là dans le loisirs design. Mais... et l'envers du décor, Tout bien le monde sûr, s'en fout, je de pense. la vie de Brice et Hamza. Et c'est toujours important de commencer une émission comme ça. il sera là, il se l'amènerait là, fin mars. Exactement. Est-ce qu'il fera partie du décor? Pas sûr. Alors c'est mort. Par contre, Sûr. du coup, mon casque de Kimi Ah, le Kimi pour... Ah ouais, super. fera partie du décor. Je l'amènerai, il pourra rester là parce que du coup. Et on vous le fera gagner. avec une participation d'actionnaire. Par contre, Voilà les amis, en tout cas pour cette petite intro, on se projette tout de suite sur le grand programme de ce débrief du Grand Prix de Las Vegas. Regardez les 4 enseignements, les 4 points qui ont retenu notre attention. Forcément, on va commencer sur Verstappen puissance 4, 4e titre. Il rentre encore un petit peu plus dans la légende. Une large page de cette émission sera forcément consacrée à la décision et au dénouement de cette saison 2024. Mercedes qui gagne à la roulette russe. Russell, je vais dire failli se faire avoir par ton propre jeu de mots. Quoique, il appartient à notre copain Jérém F1 La Loupe, qui nous l'a donné hier oui, en plateau. Il nous l'a donné
ou pas? On va le négocier à la fin de cette émission. Parce que le débrief il sort avant le sien. Exactement. Oh, les enfoirés. Du rififi chez Ferrari et quelles conséquences sur la lutte pour le titre au constructeur. Et puis le dernier point, il est important, l'incroyable Hulk qui sanctionne Alpine. On reviendra sur la performance d'Hülkenberg et la disaster class de l'écurie française. Mon Polo, un petit jingle et on se lance tout de suite dans ce grand débrief, dans cette grande émission d'histoire aujourd'hui. Et avant de parler d'un pan, d'une nouvelle légende en tout cas, et un pan d'histoire de la Formule 1, replongeons-nous les gars sur les résultats à l'arrivée de ce Grand Prix de Las Vegas. Je vais pas vous demander s'il vous a plu ce Grand Prix, je pense que je connais votre réponse et on sera tous les trois d'accord. La victoire de George Russell, la 3e en carrière, le 60e doublé de Mercedes dans son histoire en Formule 1, Sainz qui complète le podium, de Ferrari qui suivent en tout cas les deux Mercedes, Max Verstappen qui se contente d'une 5e place, qui lui suffit donc pour être champion du monde puisqu'il termine devant Lando Norris 6e, Oscar Piastri à la 7e place et puis derrière le reste du monde, Nico Hülkenberg à la 8e place, Yuki Tsunoda qui a fait une superbe course, c'était peut-être le meilleur pilote Red Bull hors Max Verstappen ce week-end, et puis la 10e place pour Sergio Perez qui mine de rien grâce à une belle stratégie a réussi une belle petite remontée. Mais parlons pas de Sergio Perez, les gars, aujourd'hui, parlons de son coéquipier. C'est le nouveau champion du monde, ou le 4 fois champion du monde, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Max Verstappen, puissance 4. On va revenir justement sur son week-end. Enfin, je sais pas si on reviendra vraiment sur son week-end. Je vous détaille les points importants de son week-end et on reviendra surtout sur l'impression de ce 4e titre. Le week-end de Red Bull a commencé sur l'imbroglio autour de l'aileron arrière. On a quand même appris ce week-end, les gars, que ça fait 3 ans que Red Bull n'apporte pas d'aileron arrière spécifique Monza, à cause notamment du budget cap. Cet aileron arrière spécifique Monza qui est réutilisé depuis l'année dernière du côté de Las Vegas, ils ont dû découper cet aileron parce qu'il était beaucoup trop incliné, système D du côté de chez Red Bull, et ça a marché puisque il a réussi, Max Verstappen, à obtenir une surprenante 4e place en qualification. 5e place, pardon, oui, t'as bien raison. Jamais inquiété dimanche, on peut pas dire que Lando Norris lui ait vraiment mis la pression, il termine à la 5e place. Bref, au final, une saison 2024 avec plus de difficultés, je le disais tout à l'heure, peut-être que Max Verstappen a pris aussi également une nouvelle dimension. J'aimerais avoir votre avis, les gars, sur justement l'impression laissée par ce titre. C'est le 6e pilote de l'histoire qui devient quand même quadruple champion du monde. Il rentre un peu plus dans la légende. Est-ce que c'est son plus beau titre 2024 ou est-ce que vous le placez parmi tous les titres justement de l'ère hybride? Et une question qu'on se posera quand même à la fin, est-ce que la domination de Max Verstappen peut s'effriter puisqu'on a l'impression d'avoir une Red Bull qui est plus en difficulté, mais un Max Verstappen au sommet de son art? On peut le dire, aucun pilote n'était à son niveau, que ce soit sur la piste ou même mentalement, autour de chacun des week-ends de Grand Prix. Ce sera un petit peu l'objet du débat de mercredi, savoir comment s'est déroulée cette saison un peu dans l'impression, mais le Grand Prix, encore une fois, est à l'image de la saison sur un point, c'est que la Red Bull n'est pas censée être là par des réglages, un travail d'optimisation très bien fait et une surperformance en qualification. Il la positionne de façon à se mettre à l'abri, et derrière en course, il y a une radio qui est assez symptomatique. Il dit, on est bien d'accord qu'on se bat pas avec les Ferrari. Enfin, si vous voulez, je me bats. Mais Liam Biazze lui répond à un moment donné, n'oublie pas quel est ton objectif. Et l'objectif, il est très simple. C'est maîtriser et mettre la laisse à Lando Norris. Il lui a dit qu'une seule fois, d'ailleurs, c'est assez étonnant, excuse-moi de te couper, c'est lorsque Lewis Hamilton a dépassé Max Verstappen. Comme quoi il le connaît bien, l'ambiance. Hein. Oui, mais c'est n'oublie pas ton focus. Et je pense que depuis que Ferrari a eu son trou d'air, à mon avis, Max Verstappen sait qu'il y a qu'un seul pilote à regarder et à s'inquiéter, c'est Lando Norris. Lando Norris a fait ses erreurs lui-même, tout seul. Il n'a pas eu beaucoup besoin de gérer ça. Et à un moment donné, j'ai dit, il n'est jamais dominant, jamais inquiété. Je pense que c'est le résumé un peu de la saison. À minima, c'est des 16 derniers Grands Prix qui lui amènent ce titre, qui est largement mérité, parce que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui sont premiers du championnat du monde des pilotes sans avoir la voiture dominante. Et quand je dis premier du championnat du monde pilote, je pense depuis Miami. Il reste devant. Et ça, c'est quand même une marque qui fait qu'il a divisé pour mieux régner et qu'au final, cette année, dans le pilotage, personne ne peut contester qu'il était le plus fort. Pour répondre à ta question, est-ce le titre... pour moi, ce titre 2024, c'est peut-être pas le plus impactant, mais c'est le plus important dans sa place dans l'histoire de la Formule 1. Alors,
lui a souvent dit qu'il n'accordait pas d'importance à cela. Maintenant, tu l'as dit sous forme de dérision sur ton intro, mais la vérité aussi, c'est que depuis le début de sa carrière, comme ça a pu arriver à d'autres pilotes, Verstappen, les performances du pilote étaient aussi vues sous le prisme performance de la voiture. Là, 2024, c'est pas le cas. Je rappelle que sur la majeure partie de la saison, il n'avait pas la meilleure voiture. Il fait un gros début de saison, il y a ce problème de fiabilité en Australie, sinon il fait ou pas. Je vais dire potentiellement imperfect, mais non, parce que Ferrari était déjà très performante à Melbourne. Mais... Et la Hongrie aussi, il fait des petites bêtises. Mais non, mais je veux dire sur le début de saison. Ah oui, d'accord. Donc il y a ce début de saison où effectivement, on part sur une saison quand même assez dominante. Mais à partir du moment où on arrive à Miami et qu'il a cette avance de 50 points et qu'il voit surtout Lando Norris et McLaren avoir cette monoplace qui pourrait relancer la course au championnat, parce que moi je suis persuadé que cette course au championnat elle aurait été différente avec un autre pilote que Norris, on en parlera peut-être ou pas, mais in fine il a offert une nouvelle facette de Verstappen pilote, à savoir la gestion d'un championnat. Avant on pouvait avoir, malgré ses titres, malgré sa domination exceptionnelle la saison dernière, malgré ce qui s'est passé en 2021, on avait un pilote qui était encore jeune, qui avait appris sur les années précédentes, on le dit souvent, la régularité qu'il montrait sur 2019, sur 2020 pour arriver en 2021. Il y avait encore cette incertitude sur la capacité à gérer les émotions lors des batailles rudes. Là, cette saison, s'il y a eu ces batailles avec Norris, que certains de qualifieraient, moi le premier, de inacceptable peut-être pas, mais en tout cas où il a dépassé la limite. 2 fois, hein, c'est arrivé en soi. C'est ça. C'est qu'à mes yeux, à ce moment-là, il est dans la gestion du championnat. Comme Monza 2021 avec Hamilton. Il est dans la gestion du championnat. Dans le doute, si tu es devant moi, ou si tu as le potentiel pour finir devant moi, soit on ne termine pas la course, soit je termine devant toi. Et je dis pas que c'est acceptable. Mais je dis que les raisons sont différentes par rapport au jeune Max Verstappen que l'on a pu avoir. Et en fait, sur cette année 2024, il a juste élargi sa palette. Et la question que je me pose aujourd'hui, il y aura pour ceux qui veulent se montrer tatillons, et c'est normal, encore une fois, cet aspect justement gestion des batailles face aux concurrents, face à Norris, parce que moi j'estime que avoir ce que j'appelais il y a quelques années la gestion par la terreur, enfin le règne par la terreur, à savoir faire comprendre aux autres pilotes que tu ne termineras pas devant moi sous peine d'un double abandon potentiel qui peut arriver, moi je trouve que ce n'est pas forcément du domaine de l'acceptable. Mais le jour où il aura peut-être gommé ou pas, mais pour moi en tout cas, ce petit détail, la question que je me poserais, c'est a-t-il encore des faiblesses ? Parce que sur cette année 2024, il a élargi cette palette. Justement, c'est intéressant ce que tu soulèves, Hamza. Ces moments où on a pu parfois penser qu'il avait pété les plombs, qu'il était revenu justement à l'état de Mad Max. Pour moi, il est en maîtrise. Voilà, il n'a pas pété les plombs. Il est en maîtrise, oui, dans cet objectif championnat. Est-ce que pour vous, ça s'explique par le fait qu'il ait pu douter à un moment donné, Max Verstappen ? Parce qu'on a l'impression qu'il était presque insubmersible. On a l'impression même que de ce qu'il dégageait, il n'a jamais douté dans cette saison. Je ne sais plus où, mais je pense qu'il y a un moment. Italie peut-être, parce que Monza a été dramatique pour Red Bull. Je sais plus si c'était un moment où c'était au championnat comptablement plus proche. Le plus proche qu'il y a eu, c'est quoi ? C'est 37 ou 47, je sais plus. Oui, c'était moins de 40 points. Il y a eu moins de 40 à un moment 40, donné. Ouais, tout à fait. Avant le Brésil, non ? Exactement. Je sais plus, mais ça doit être ça. Peut-être après Singapour ou après les États-Unis, je sais pas. Il y a un moment où je l'ai senti effectivement fébrile, mais pas tant. Sans évoquer le championnat, c'était vraiment en évoquant genre, mais par contre les gars, en fait, là, il va falloir qu'on se remue en interne en fait, parce que ça va pas du tout ce qu'on fait et qu'on va dans la mauvaise direction. Mais à part ça, 37 au Mexique. 37 au Mexique. Mais il savait que ça ne dépendait que de lui, en fait. De la voiture, certes, mais à partir du moment où il a compris, ce que moi, j'ai eu plus de temps à comprendre et que Hamza a compris tout de suite parce que c'est une lumière, que Lando Norris ne réitérerait pas des performances de champion du monde, à savoir faire du 25, 18, 25, 15, 18, 25. À partir de là, lui, il s'est dit, mais en fait, j'ai besoin d'en mettre 10 par course. Pas plus. J'ai pas même pas besoin de forcer le truc. Alors, il y a un moment, effectivement, où il y a eu un enchaînement et une série pour Norris, où la voiture est extrêmement performante.
le triple header d'avant et le retour depuis septembre, où il a commencé effectivement à muscler le jeu. Mais même là, le coéquipier de Norris n'était pas docile. Donc, il y avait une épine dans le pied supplémentaire à Norris. Max Verstappen, il a l'expérience d'une lutte au championnat du monde, il sait quels sont les éléments qui ont besoin d'être combinés pour venir le faire tomber. Il savait, je pense, que ces éléments-là n'étaient pas réunis et qu'il fallait que lui profite à un moment donné d'une circonstance de course pour aller mettre tout le monde d'accord. Norris a eu des opportunités folles de profiter de ça plein de fois, ça n'a pas marché. Je pense à Monza notamment. Enfin, tu te rends compte, Monza qui termine 3e, c'est pas possible. Et à côté de ça, Max, ça fait 10 Grands Prix, 15 Grands Prix qu'il a une voiture qui, avec Sergio Pérez, même si c'est un cas à part, parfois n'est pas dans les points, qui l'amène en 5e position et il a une opportunité de balayer cet aspect monoplace qui s'appelle le Brésil et il la balaye avec des relais meilleur tour en course sur meilleur tour en course en terminant avec 20 secondes d'avance sur tout le monde. Comme pour rappeler que, et c'est ce qu'il dit ce week-end d'ailleurs, vous n'appréciez peut-être pas assez ce qui s'est passé en 2023 parce que la voiture était certes dominante mais peut-être pas autant que ça. Et je suis un peu d'accord avec lui quand même. Enfin, la claque qu'il a mis à tout le monde au Brésil, c'est comme j'ai dit hier dans l'émission sur Paul Pau, il a pris tout le monde à la gorge et il leur a fait calmez-vous, la monoplace est pourrie, 3e meilleure monoplace, et je vous garantis que si j'étais dans une des autres monoplaces, je ferais mieux. C'est ce que Steiner nous dit, effectivement. Est-ce que c'était le bon concurrent pour Max Verstappen dans cette McLaren ? Peut-être pas. Non pas qu'il n'a pas le talent, mais peut-être parce qu'il n'est effectivement pas prêt pour cette lutte, et pas prêt pour cette lutte avec un Max Verstappen aussi acharné que ça. Il y aurait eu des luttes plus simples au titre. Max Verstappen, je pense que il n'y a pas beaucoup de monde qui peut aller le déloger sur une lutte médiatique, de mental, de pilotage et de régularité. La régularité, on le rappelle, 54% de podium dans sa carrière, qui peut se targuer de ça ? Ouais. 54% de podium dans sa carrière, 30% de victoire, 20% de pole position, 15% d'abandon. C'est quand même des statistiques qui sont folles. Je voulais aussi vous parler des statistiques, les gars, concernant cette saison 2024. Regardez d'un peu plus près. C'est lui qui a le plus grand nombre de victoires, 8 victoires, plus grand nombre de pole position, 8. Alors, il n'a que 3 meilleurs tours, ce qui montre bien que la Red Bull n'était peut-être pas n'était pas la meilleure voiture, la RB1 en tout cas cette saison. C'est quand même 13 podiums, éloge de la régularité. Et puis, il y a toujours une stat intéressante, on n'a pas beaucoup parlé cette année, c'est 503 tours en tête. Sachez que c'est plus du double que le deuxième pilote à avoir passé le plus de nombre de tours en tête, à savoir Lando Norris, qui est à un peu plus de 200. C'est 190, je crois que c'est 190 en plus. C'est impressionnant. Après, là, pour le coup, les 7 Grands Prix de début de saison, ils font vraiment prendre de l'avance pour le coup. Ouais, bien sûr, enfin, il y en a eu 16 aussi derrière, tu vois. Oui, mais le truc, c'est que les 16 après, encore une fois, il faut aussi remettre un poil de crédit aux concurrents et pas que dans le prisme de Max Verstappen et de sa supériorité. C'est que Max Verstappen se battait contre personne pendant cette course et après, ils se battaient tous à 4. C'est pas genre bien derrière, sûr. Norris s'est retrouvé avec une voiture seule au monde. L'avance qu'avait Max Verstappen en termes de monoplace en début de saison est supérieure à ce que la McLaren avait comme avance derrière, d'autant que la McLaren était dominante sur certains Grands Prix, ce qui n'était pas le cas de la Red Bull en début de saison. Mais si on fait le bilan, encore une fois, j'ai pas envie de mettre des tirs gratos à Norris, mais si on fait le bilan sur l'année 2024... Oui, Lewis Hamilton est champion du monde dans cette McLaren. Non, mais c'est même pas ça. Si on fait le bilan des, pour l'instant, 22 courses, je pense qu'il y a plus de la moitié des courses où McLaren avec la meilleure voiture. C'est important ce que tu dis sur l'aspect, effectivement, ce qui a aussi aidé Verstappen. Bien sûr. Le fait que Norris se batte face à plusieurs concurrents divisé et pas seulement Verstappen. Exactement, ça c'est ce qu'on disait cet été. Mais encore une fois, on va pas me faire croire, et la réaction que moi j'ai beaucoup aimé au micro de Sky Sports, en plus, du coucou à nos amis britanniques, de Verstappen à Zach Brown, extraordinaire. Elle est exceptionnelle, mais c'est vrai, tout simplement. Enfin, factuellement, il n'avait pas la meilleure voiture. Donc, à partir du moment où tu fais le bilan, et si tu fais une moyenne, parce qu'effectivement, il y avait une hiérarchie changeante, parfois tu avais Mercedes devant, parfois tu avais Ferrari, parfois tu avais... Mais mine de rien, moi je suis désolé sur l'ensemble de la saison, ce qu'il a accompli. Alors effectivement, au championnat du monde constructeur, Red Bull terminera probablement à la 3e place. Handicapé ou pas par Pérez, il n'y a pas de problème. Il y a une notion de stratégie d'équipe. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Mais mine de rien, ce qu'a réalisé Max Verstappen dans l'histoire de la F1, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et il faut aussi en avoir conscience qu'on a assisté à un moment très important dans
la construction de la légende Max Verstappen en Formule 1. Exactement, la légende. Regardez avec ce petit habillage, qu'est-ce qu'il a rejoint Max Verstappen justement dans la grande histoire, le grand livre de la Formule 1. Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Sébastien Vettel, et il est le 6e, donc à aller glaner un 4e titre. Ce 4e titre, les gars, on va le remettre en perspective dans l'histoire de Max Verstappen et puis dans l'histoire récente de la Formule 1, dans l'ère hybride. Christian Horner s'est exprimé hier sur Sky Sports. Il disait ceci: c'est son titre le plus difficile depuis 2021, c'est certain. Il a remporté 8 grands prix, soit plus du double de n'importe quel autre pilote, et il a été tout simplement exceptionnel. Ça a été à la fois son meilleur mais aussi le plus difficile championnat qu'il ait eu à disputer. Il a fait preuve de maturité même les jours où la voiture n'était pas là. Max Verstappen qui est venu au micro de Sky Sport juste derrière et qui dit: je suis d'accord avec Christian, l'année dernière j'avais une voiture dominante mais j'ai l'impression que tout le monde n'a pas apprécié à sa juste valeur ce que nous avons accompli en tant qu'équipe. Bien sûr notre voiture était dominante mais elle ne l'était pas autant que les gens le pensaient. 2023 a certainement été ma meilleure saison, mais je suis également très fier de cette saison. Pendant la majeure partie, je dirais même pendant 70% de la saison, on n'avait pas la voiture la plus rapide, mais on a tout de même réussi à creuser l'écart. C'est donc quelque chose dont je suis très fier. Son plus beau titre, Max Verstappen, selon vous les gars, 2024 ? Oui, mais il l'est, encore une fois, par rapport à ma sensibilité. Le titre de 2021 est le plus spectaculaire, aussi le plus contestable. Et encore que, moi j'estime qu'à partir du moment où le titre sur la piste il est mérité, les deux le méritaient tout autant en fait, au vu de la saison qu'ils ont fait. Donc en fait, qu'il revienne à Max Verstappen, je vais pas contester ça. Non, mais Par c'est contre, ce que je disais tout à l'heure, en fait, il sera impactant parce que quand dans 30 ans, on pensera à Verstappen, un titre de champion du monde. Forcément 2021, mais ce sera pour la dramaturgie, tout ce qui s'est passé, l'émotion, par rapport à ce que tu as vu, l'intensité émotionnelle que l'on a eue en 2021, elle sera probablement inégalée. Bien sûr. Et pour moi, elle est inégalable. Dans l'histoire de la Formule 1, toute lutte confondue. Ouais. Non, mais ce que l'on vivra même. 2008, c'était pas mal. Je vois pas sur les 30 ou 50 prochaines années quelque chose encore plus folle. Après, on va pas cracher sur le futur. Hein. Mais on a quand même connu quelque chose d'exceptionnel. Mais après... 2024 pour moi est plus fou dans un aspect qui est que il s'est retrouvé en position de chasser et qu'il a été d'une froideur vis-à-vis de ça, parce que quand t'as plus le matos et que du coup tu peux te dire que ça dépend plus de toi, tu peux arriver à faire des erreurs, à perdre la motivation, et grand nombre de pilotes, même les plus grands, quand le matos n'était plus là, ont perdu la motivation, ont fait des erreurs. Hein. Schumacher, mais même Hamilton. T'as raison. En 2020, c'est gratuit. Non, mais c'est la vérité. Non, mais en 2021, quand tu prends Hamilton, le nombre d'erreurs qu'il fait sur la saison parce qu'il n'a plus cette voiture dominante. Non pas que je dénigre le talent de Lewis Hamilton, pas du tout. C'est plus de dire que, en fait, à un moment donné, quand tu es chassé, tu te retrouves dans une position qui te met sous pression, ce qui est logique, et tu te mets à faire des erreurs. Comme Sébastien Vettel s'est mis à faire des erreurs quand Ricciardo l'a rejoint en 2014. Comme même Alonso, en fait, quand il a perdu la voiture dominante, s'est mis à faire des erreurs. Donc là, lui a perdu... Ah bah ouais, ça pique quand c'est aussi le tien. Hein. Et là, Max Verstappen, on l'a juste revu retrouver ses traits de caractère un peu détestables. Mais par contre, en termes de gestion et de froideur, il vient de... On avait la case chasseur, on avait la case dominateur et gestionnaire. Maintenant, on a la case chassé qui est cochée. Et c'est fort quand même, parce qu'il n'a pas été chassé sur 5 Grands Prix. Ça n'a pas été les Red Bull sur Jenson Button en 2009, où il manquait clairement de temps. Mais ça aurait été une question de temps avant que Red Bull soit champion du monde. Là, il aurait pu y avoir 50 Grands Prix. Exactement. T'as l'impression que, dans tous les cas, tous les 5 ou 6 Grands Prix, Max il serait venu en mettre une couche. Parce qu'il y aurait eu une faiblesse soit de McLaren, soit il y aurait eu une circonstance qui aurait permis à Max de montrer ce qu'il vaut. Et t'as ce côté, effectivement, où on aurait pu jouer le match pendant 200 minutes, que la balle ne serait pas rentrée. Et ben, il laisse un peu cette impression-là. Alors, effectivement, t'as un côté qui se coule, où on a cru, il y aura une lutte de fou jusqu'au dernier Grand Prix, et non. Donc, effectivement, t'as cette sensation que la saison... Ça, on va en parler mercredi. Oui, hein. Mais dans la froideur d'exécution, ouais, ça peut être que le plus beau, parce que, encore une fois, pour moi, il y a Verstappen et les enfants, là, pour le moment. Je parle évidemment dans les deux contestataires qu'il y a eu réellement au championnat.
pas évidemment avec Alonso à Ah bah attends, tiens, tu fais bien d'en parler. Regardez, il y a eu un bel hommage parce que vous savez, tout le monde a rendu hommage à Max Verstappen. Il y a un enfant. Ah voilà. Il y a un enfant qui a rendu hommage à Max Verstappen Je sais ce que tu veux avec un post Instagram. Regardez, je vous laisse regarder. Voilà, Max Verstappen a donc son petit cette année. C'est le petit Lando Norris qui félicite. Alors, le texte est mignon en vrai, c'est un bon souvenir. J'ai l'impression que c'était, bref, grosso modo, c'était comme hier quand on a pris cette photo au karting. Il y a vraiment ce côté genre. Max, c'est moi ton petit. Hein. Genre, je sais que cette com vous a plu, les gars. Moi, Non, mais je moi, ne comprends pas. Moi, je veux bien l'humour et tout, hein. Mais moi qui suis très chiant sur le côté non verbal, ce que tu dégages par rapport à ce que tu ne dis pas. Ouais, je trouve ça cata, quoi. Je trouve ça cata de publier une image où alors ils ont 2 ans d'écart où Verstappen, t'as l'impression que c'est son parrain, tu vois. Oh, faut tuer le père alors à ce moment-là. Non mais oh, tu te bats contre lui au championnat. Cette image en fait c'est le reflet de la saison, du comportement, ce que tu évoques. Mais bon. Mais encore une fois, les gens ils vont me dire ouais, arrête de faire le mystique. Mais je suis désolé, moi je viens de me faire rouster alors que j'ai la meilleure voiture depuis 16 Grands Prix. Je me poste pas sur mes propres réseaux truc où en plus je suis en position de. Je suis le petit du gars qui vient de me battre. Ça va pas ou quoi? C'est comme si Rosberg avait posté sur le titre d'Hamilton 2014, avait posté la photo sur la remorque là, tu sais, où ils se non, parce que celle-là, à la rigueur, les deux ils sont à la même position. Oui, c'est vrai. Il y a pas un côté. Il y a soumission là. Mais c'est que t'imagines, tu vois Max Verstappen poster la photo où il est tout petit en train de hurler sur Michael Schumacher dans une lutte au titre face à Mick Schumacher. Non. Mais casse-toi. J'ai du mal à imaginer. Je sais pas. Et puis encore une fois, abandonné avant même la fin du championnat, dès le Brésil, c'est terminé. Mais si jamais il y a un mec qui s'appelle Raikkonen qui avait fait ça, il aurait jamais été titré, gros. Mais c'est très important parce que je suis tombé sur une déclat de Norris qui en plus disait dans l'histoire de la F1, jamais quelqu'un n'est revenu avec un déficit de 50 points. Si. Enfin, pardon, mais ce que fait Raikkonen, encore une fois, déficit de 50 points dans la F1 aujourd'hui où c'est 25 points la victoire, plus les courses sprint. Oui, il y a possibilité, le bien point sûr. du meilleur tour. Ce qu'a fait Raikkonen où il avait 17 points de retard. Il avait 17 avant la points Chine. de retard. Non, 18 sur 20. 18 points de retard avant la Chine. Mais avec la victoire à 10 points. À 10 points à l'époque, mais évidemment. 18, Du coup, si tu multiplies par 150%, on est sur à peu près le même ratio. On n'est pas loin de. Et lui, il a fait en 2 courses, il a pas fait en 16 ou 20 courses. Exactement. Je vais vous calculer ça. Il y a des déclarations qui ont été intéressantes hier aussi. Christian Horner et Helmut Marko ont insisté sur le rôle de leader de Max Verstappen, les gars. C'est quelque chose qui pouvait lui être reproché par le passé. On se rappelle notamment Guillaume Roquelin qui avait dit que sa marge de progression à Max Verstappen, c'était tout l'aspect de préparation, de feedback aussi également avec les équipes. Et Helmut Marko a beaucoup, et notamment Christian Horner, ont beaucoup insisté là-dessus, sur l'aspect, parce que tu parlais du contexte tout à l'heure de cette voiture qui allait moins bien. On n'oublie pas le contexte du début de saison aussi, avec cette équipe qui a complètement explosé en interne. Et Horner et Marko ont expliqué qu'il a été très fédérateur, qu'il a passé beaucoup de temps à l'usine, notamment lorsque ça n'allait pas bien, et que c'était aussi une corde de plus à son arc, quelque chose qu'on ne connaissait pas de lui. La dernière question, les gars, et ça sera un peu l'ouverture justement de ce premier enseignement, il y a un peu un effet, t'as parlé d'effet qui se coule, il y a un effet bigou, on va dire, à la fin de ce 4e titre. On est obligé de se poser, il y a 2 goûts, quoi. C'est comme bigou, les bigou, c'est comme les malabars, tu vois. Les malabars bigou, pour les plus anciens qui nous regardent. Il y a 2 effets, on va dire, à ce 4e titre. On est presque en mesure de se poser la question, même si on n'aura pas de réponse, à savoir est-ce qu'on n'est pas un petit peu vers la fin de l'ère Max Verstappen, parce qu'il y a les performances de la Red Bull qui sont mine de rien inquiétantes en vue de 2025, avec la convergence aussi des performances en haut, on en parlera bien évidemment mercredi, mais à l'inverse, on a l'impression que Max est imperturbable et reste le pilote imbattable. 2 citations très rapidement pour vous lancer là-dessus. Max Verstappen qui disait hier aux médias Viaplay, à l'arrivée de ce Grand Prix, il dit « Je suis déjà très fier d'avoir gagné 4 titres, mais au bout du compte, gagner 1 ou 7 titres, c'est la même chose. Non, aujourd'hui, je sais que même en n'ayant pas la voiture la plus rapide, nous avons réussi à être champion. Je peux m'appuyer là-dessus. J'ai grandi en tant que pilote, je pense que je suis plus complet. Je suis déjà impatient de voir ce que nous pourrons faire l'année prochaine, même si j'ai aucune idée de savoir si nous serons compétitifs. » Lewis Hamilton aussi en conférence de presse hier après le Grand Prix disait « Je pense qu'ils seront difficiles à battre l'année prochaine parce qu'ils ont probablement commencé plus tôt que tout le monde à développer la voiture de l'année prochaine également. » Mais oui, je suis vraiment content pour lui, Lewis Hamilton. On a l'impression, les gars, qu'avec la physionomie 2024 qui peut nous donner quelques indices sur 2025, malgré ce que nous dit Lewis Hamilton,
on a la sensation que même si Red Bull est un peu sur la pente descendante, Max Verstappen reste imbattable. Je te fais une toute petite parenthèse du coup par rapport à 2007. Si on le transposait au point actuel, c'est comme si avant du coup ce Grand Prix-là, Norris avait, enfin ce Grand Prix, le sud du Qatar, avait 43 points de retard et qu'il en mettait 44 de plus que Max Verstappen. Ok. Parce qu'il en met 50 face à 6. Voilà, parenthèse faite. Retourne à ta question. Question, les amis. Je suis d'accord avec toi sur ce point parce que si Red Bull se plante complètement, je vois pas Red Bull être plus loin que les 4 forces de tête. Il y a trop d'écart avec le reste à l'heure actuelle et on est sur une saison où on va pas bouger le règlement. Attention à Alpine. Non, c'est Alpine. Non, mais Mercedes. les frères Buffer, enfin bref. Euh, Viva Las Vegas. Oh no. Bon, soit. Je reviens sur notre cher Max. Non, arrêtez les gars. Vas-y. Je reviens sur notre cher Max. Effectivement, je les vois pas pondre une bouse qui ferait que Max peut pas s'exprimer. Par contre, en fait, s'il pondent une voiture qui est 4e force ou 3e force et demie ou 3e force, ben en fait, on a vu cette année qu'il pouvait l'amener déjà suffisamment haut et qu'il allait nécessiter soit de la part des 7 pilotes autour une irrégularité à toute épreuve, soit une voiture dominante pour l'un des pilotes ou 2 des pilotes aux alentours. Mais que concrètement, lui-même n'aurait pas besoin d'une voiture que certains appelleraient cheatée, que diraient ou quoi, pour avoir besoin d'être là-haut. Et aujourd'hui, Max Verstappen, avec Lewis Hamilton, les deux seront ceux qui auront le plus d'expérience pour amener une voiture au plus haut. La différence, c'est que celle-ci est faite pour lui, c'est-à-dire que même aussi si elle n'est pas bonne, il arrive quand même à en tirer le maximum, ce qui sera peut-être pas forcément le cas de Lewis Hamilton dans une Ferrari qui va découvrir, qui va être normalement orienté quand même Charles Leclerc sur certains aspects. Donc ouais, en fait, tu te dis que même si Red Bull n'est pas là, lui, il le sera. Et depuis le début de sa carrière chez Red Bull n'a pas toujours été là. Mais en attendant, le champion des 3e places, voire des 2e devant Valtteri Bottas quand la Red Bull n'était pas là, c'est lui. 54% de podium. C'est pas une stat qui commence en 2022, hein. En 2021, c'est une stat qui commence avec les saisons 2016, 2017, 2018 et 2015 avant. Donc imagine, combien de podiums il fait en 2020 ? La saison où, je sais plus, on n'arrêtait pas de dire... quasiment sur du 100%, je pense. On est quasiment sur du 100% hors abandon. Donc, faut pas oublier qui il est, quoi. Donc oui, enfin, c'est la fin de l'ère de domination Red Bull, sans doute, en tout cas jusqu'à 2026, puisqu'on va pas changer grand-chose. La fin de Max Verstappen... Jusqu'au jour où soit il est démotivé, soit il décide de se casser, j'ai pas l'impression qu'on pourra dire qu'il y a une fin de Max Verstappen. Hein. Exactement. Hamza, justement, malgré le fait que Red Bull soit un petit peu en perte de vitesse... Oui, excuse-moi, vas-y. Non, juste 2020, il fait que des podiums hors abandon et hors une course en Turquie. Et il n'a pas... Qui était particulière en plus en 2020. Oui, dans les conditions qu'on connaît. Patinoire. Et là, est-ce qu'il a la voiture dominante ? De loin que non. De loin que non. Malgré ce fait-là, tu rejoins Brice, Hamza, sur le fait que t'es pas inquiet forcément pour la suite de l'ère Verstappen. En fait, je suis pas inquiet dans le sens où c'est un pilote qui sera toujours performant. Je rejoins Brice sur l'aspect monoplace. J'imagine mal Red Bull lui offrir une Sauber ou même une Alpine. Donc j'arriverai dans... Je pense vraiment qu'aujourd'hui, et que pour la prochaine saison, on verra en 2026, mais pour la prochaine saison en 2025, je pense qu'à minima, Red Bull sera quand même dans le top 4. Peu importe la place dans la hiérarchie. Et encore une fois, il faudrait faire un classement du championnat du monde à partir de Miami. Mais je suis même pas sûr que après Miami, Verstappen ne soit pas premier. Et depuis Miami, il n'a pas la meilleure voiture. Donc, il nous a prouvé cette saison, au-delà de l'aspect régularité que l'on savait déjà. On connaissait, avant même qu'il soit champion du monde, on savait qu'il était capable d'être régulier, d'aller chercher des résultats, même en n'ayant pas la voiture. Mais là, ce qu'il a réalisé, dans une Formule 1 où le système de points fait qu'on va quand même récompenser le vainqueur, ce qu'il a réalisé, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. L'exceptionnel, pourquoi ? Parce que, depuis Miami, on a un pilote qui n'a pas la meilleure voiture. Sur l'ensemble du championnat, donc avec les résultats avant Miami, donc c'est quoi ? C'est 5 victoires, si je dis pas de bêtises. Ouais. Red Bull est 3e au championnat du monde constructeur. Et malgré tout ça, il parvient à être champion du monde. Donc si l'année prochaine, Red Bull lui offre une voiture qui, sur l'ensemble de la saison, on n'a même pas les moments up où il aura la meilleure voiture sur quelques... Il sera à minima
sur une lutte peut-être pour des podiums. Il terminera, aller pas plus loin que la 5e place au championnat du monde pilote. Et si jamais par moment il a ses coups d'éclat de la monoplace, peut-être qu'il sera en lutte pour le championnat du monde. Qu'il termine ou pas champion, c'est pas important. Mais peut-être même qu'il sera tout de même dans cette lutte pour le championnat du monde. Le classement depuis Miami. Max Verstappen 293, Lando Norris 282, Charles Leclerc 243, Oscar Piastri 230, Carlos Sainz 190, Lewis Hamilton 189, Russell 184. Cette stat, elle est terrible. C'est peut-être la plus importante de la saison. Exactement. Pour moi. Au-delà du nombre de victoires, parce qu'il a plus le nombre de victoires de Verstappen, c'est plus du double que n'importe qui, etc. Là, ce que tu viens de dire, c'est affolant. Après, il a 11 points d'avance sur Norris, c'est-à-dire que concrètement, il y aurait une lutte au titre. Ouais. Oui, mais il a réussi. Personne ne lui est revenu dessus. Et on parle du concurrent gros temps faible de Red Bull dans cette saison. Face au concurrent qui, lui, a eu la majorité de cette partie depuis Miami, la meilleure monoplace. Il a réussi à conserver cette avance. Exactement. Perez 67. Ouais, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais Perez, ça commence à être chaud. Hein. On commence à deviner ce qui va se dessiner pour lui après Abu Dhabi. Ça, on en parlera dans les jours et semaines ou pas d'ailleurs, et semaines à venir. Il y a trop de contrats. On me disait dans les commentaires, Hamza, que c'est comme, tu sais, Studai et Studies. On dit pas Alpine, mais on dit Alpine apparemment. Ah bon? Je sais pas, j'ai pris exemple sur la famille Buffer en regardant l'avant-course de Las Vegas. Parce que Las Vegas, ça représente la Formule 1 aujourd'hui. Donc. Sergio Checo Perez. Et le regard hébété du Mexicain. Vraiment, genre. Impassible. Les gars, on referme ce premier enseignement. Max Verstappen est donc champion du monde. On a un champion du monde pilote en 2024. Je propose de marquer juste une petite et courte page de publicité et on revient après pour continuer bien sûr ce débrief. On a encore pas mal de choses à se dire. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Et merci à Winamax de nous accompagner toujours dans cette aventure et nous permettre de continuer justement à vous proposer toutes ces émissions. On continue nous à vous proposer aussi des enseignements et on va tout de suite foncer sur l'écurie vainqueur de ce week-end. Oui, parce que Mercedes a créé la grande surprise ce week-end. Un petit peu d'ailleurs comme au Brésil 2022 avec un nouveau doublé. On ne les attendait pas. Certes dû à des conditions quand même relativement favorables. Une piste lisse qui leur a permis de faire rouler cette voiture très très bas, des faibles températures aussi qui semblent avantager cette Mercedes depuis de grandes années. Ouais, c'est vrai que c'est une écurie normande en fait. C'est eux la nouvelle écurie française. Mercedes, hein. Exactement. Et puis une domination à peu près vraiment sans partage tout au long du week-end. Comme l'a rappelé Toto Wolff, on le verra un petit peu plus tard. En course, Lewis Hamilton a notamment roulé jusqu'à 2 secondes plus rapide au tour par rapport à la concurrence. Côté individuel, on signalera quand même la revanche de George Russell qui avait manqué de réussite les gars au Canada, au Brésil, en Belgique et qui a été absolument taille patron tout au long de ce week-end. On a pu le critiquer l'année dernière, on a pu dire que parfois il manquait de certaines choses. Là franchement il nous a montré un visage absolument exceptionnel à l'image de sa saison 2024. Et puis le cas Hamilton, il va falloir en parler les gars parce qu'on a eu la magie du dimanche. Moi j'ai l'impression d'avoir retrouvé le cannibale Lewis Hamilton des vieilles années le dimanche en course, je dis bien, parce que le samedi j'ai l'impression d'avoir découvert un pilote friable, un pilote qui peut commettre des erreurs et à l'arrivée il n'y a que des regrets en vrai pour le septuple champion du monde. Seul bémol à ce week-end de Mercedes les gars, c'est que Toto Wolff n'a aucune explication. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. C'est Nasser après une élimination en quart de finale de Champions League. Je comprends pas. Toto Wolff n'a aucune explication sur le fait que Mercedes ait dominé ce week-end et on le verra. Vous allez voir, il a bien noyé le poisson notamment sur Canal+ hier. Mercedes, quelle impression après ce triomphe à la roulette Russell? Il y a peu de choses à dire. Mais c'est vrai qu'il y a peu de choses à dire en fait sur Mercedes. Non mais t'as l'impression qu'elle fait un manager en simulation. C'est ça, c'est que je suis même pas sûr que eux soient au courant. La seule chose que l'on sait depuis plusieurs mois, c'est que cette monoplace, elle est capable de performer lorsqu'il fait froid. Super, vivement le Qatar. Champion d'hiver, bravo. C'est relou quand une saison ne se dispute pas l'hiver, de plus en plus au Moyen-Orient et tu vois. Toto Wolff mythe pour mettre le Canada en décembre. Donc non, mais honnêtement, j'ai sincèrement pas d'explication. Mais moi, tout ce que je vais noter,
c'est la fiabilité des deux pilotes. Ouais, c'est Parce ça que qu'on Russell, notait. il a quand même été En course. impressionnant. Ah Impressionnant, sincèrement. En fait, à aucun moment, je l'ai senti sous la menace. C'est-à-dire que même lorsque Leclerc, en début de course, arrive... Non, mais sur la lutte, oui. Mais si Leclerc était passé, à ce moment-là, je me dis pas c'est terminé, la course, elle est gagnée pour Ferrari. Et avec ce qu'il a montré... Oui, mais avec ce qu'il a montré dans la foulée... De toute façon, il a eu une seule bataille à gérer. Ça a duré un tour. Parce que, et on en parlera dans l'enseignement Ferrari, donc on va pas. Mais Mercedes, avec ses températures fraîches, a réussi aussi à gérer ses pneus, la gestion des pneumatiques, éviter le graining. Alors à un moment, j'ai eu peur sur l'arrêt de Russell et de Hamilton Oui, aussi. Alors, oui, il y oui. a la volonté de couvrir que je peux entendre, mais Hamilton, lorsqu'il est en piste, à ce moment-là, c'est le plus rapide, alors que les autres se sont arrêtés et ont chaussé les durs. Pourquoi l'arrêter à ce moment-là ? Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité d'aller grappiller quelque chose pour avoir une vraie lutte à la fin entre les deux. Lui, on lui explique qu'il serait ressorti dans le trafic davantage et qu'il aurait perdu 5 positions. Vu la facilité de dépassement à Las Vegas, la différence pneumatique fait qu'il aurait pu quand même remonter assez Dans tous facilement. les cas, la facilité de laquelle il a fini deuxième. C'est-à-dire que ça aurait pas changé grand-chose. Et il dit Russell qu'il aurait pu, lui, il pensait pouvoir faire cette stratégie à un arrêt, mais qu'en fait, et on en parlera tout à l'heure, l'arrêt anticipé par Ferrari a offert justement cette fenêtre pour être un petit peu plus sécu et justement partir sur une strat à 2 arrêts. Après, il y en avait qu'un qui pouvait faire un seul arrêt, c'est Russell. Hein, parce qu'il y en a qu'un qui a pas grillé ses gommes derrière quelqu'un. Donc, au final, je suis Après, pas... il y a grillé. Leclerc, il les grille parce qu'il y a une bataille. Oui, mais il a quoi à faire Russell sur cette bataille ? Il a juste à défendre et à se positionner. Il n'est pas dans l'air sale qui va surchauffer les gommes. Parce que le premier relais de médium de Leclerc, il est bousillé d'un coup. Celui de Russell, c'est le seul qui a pu qui avait le choix d'emmener ses gommes aussi loin. Donc, ce premier relais est fantastique et construit l'ensemble de sa victoire pour moi. Ah, clairement. Et côté Lewis Hamilton, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur Russell. Il a conduit de main de maître. Bravo. Et d'ailleurs, c'est le reflet de cette saison parce que avec une monoplace qui est derrière, on parle peut-être un peu moins de lui, mais en attendant, il fait une sacrée saison quand même. Tu mettrais pas chapeau 1 à la place d'Alex Albon d'ailleurs cette année ? Ouais, cette année. Non, à la place de Norris. Il était pas chapeau 1 Norris dans tous les cas dans ton chapeau. Donc arrête. Trulli. Oh là là, t'as vu les lianes qu'il a ? Ces airbags vraiment des du secours quoi, tu vois. Roquefort. Et Hamilton, moi je suis pas d'accord pour dire qu'il est moins bon le samedi. Je suis d'accord pour dire que c'est un mec... T'es pas habitué à ce qu'il nous a fait samedi. Moi, vraiment, les gars, même si on s'y habitue peut-être un peu plus ces dernières années, moi, ça me choquera toujours Je ce sais genre pas à d'image. quel point la responsabilité elle est liée au pilote ou pas. D'accord. Bah, moi je vais te dire que le samedi, t'as besoin d'être sûr de pouvoir emmener ta voiture à la limite, que lui a toujours emmené ses monoplaces à la limite le samedi, et que là, il n'est pas sûr de pouvoir l'emmener à la limite, et du coup, quand il la pousse un peu parfois, il n'est pas forcément autant en confiance que George Russell l'est dans la compréhension de cette monoplace. Le dimanche, dans la gestion pneumatique, et c'était une course de gestion pneumatique, on sait à quel point il excelle, mais le samedi, quand il n'est pas en confiance avec son matériel, c'est du caractère typique de Lewis Hamilton dans le texte, et je vois... Peut-être qu'il manque d'agilité dans le fait de s'y adapter. Ça, c'est un autre débat. En attendant, le Lewis que je connais en termes de force et faiblesse, ça me choque pas qu'une monoplace qui change à tous les grands prix en termes de comportement ne lui donne pas confiance sur un tour de Q3. C'est une bonne explication, t'as raison. Par contre, encore une fois, le dimanche, sur une course où tout le monde grille ses gommes, bah lui, il tape meilleur tour en course sur meilleur tour en course, sans les griller. Et en étant dans le trafic. Et en revenant sur Russell qui lui avait le clean air. Donc, la remontée, elle est facile à imputer au fait que c'est sûr qu'en partant 10e avec la monoplace qui a le meilleur rythme, a priori, tu vas remonter. Et c'est pour ça que j'aimais pas qu'on loue à ce point-là les remontées de Pérez qui partait 16e en 2023. Mais, remonter comme ça, sans griller un iota de son capital gomme, ça par contre, c'est le Lewis Hamilton qu'on a connu il y a 4-5 ans. Il n'a pas disparu en tout cas. C'est un beau rappel. Pour moi, tout ce week-end montre qu'il n'a pas disparu. Et même le samedi, ça montre juste qu'il n'a pas cette monoplace pour en tirer le maximum. Mais encore une fois, l'agilité de Lewis Hamilton, ça n'est pas l'agilité de Max Verstappen. Et là-dessus, je trouve Max plus fort sur d'autres aspects, notamment la gestion de gomme. Lewis est 100 fois plus fort que Max. Il n'y a pas à chier. Mais là, pour le coup, bah justement, ça a montré cette force-là. Et donc, moi, les deux pilotes Mercedes, pour moi, font un super week-end. Il y a effectivement cette erreur de Lewis Hamilton le samedi à mettre en exergue. Mais je la comprends par rapport à qui il a toujours été en Formule 1.
Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Et ils font un doublé. Et c'est la 4e écurie à faire un doublé, bordel. Exactement. C'est Et 7 pilotes tout à fait. qui ont signé au moins 2 victoires cette saison. C'est une histoire incroyable. inédite dans l'histoire de la Incroyable. F1 et c'est une stat effectivement qu'il va falloir mesurer à sa juste valeur. Te rends 7 compte pilotes qui ont plus de 2 victoires. On aurait signé pour 5 pilotes qui en ont une déjà. Ah oui, c'est clair. Ah oui, en début 2024, ouais, c'est Il y une en a certitude. 7 Après comme on Bahreïn, veut. c'est une certitude. Les gars, juste très rapidement, la communication de Mercedes m'a pas mal fait marrer quand même ce week-end sur les raisons de le fait qu'ils aient été à ce point-là dominants. Tout a commencé samedi avec une déclaration de George Russell sur la F1 TV. Il dit honnêtement, après la qualification, je ne m'attendais pas à faire la pole. Je suis vraiment heureux. Par contre, il faut maintenant qu'on creuse pour comprendre les raisons qui font qu'on a été aussi rapide ce week-end. Lewis Hamilton aussi également, toujours sur la F1 TV, c'était après le Grand Prix, qui dit il fait froid, c'est peut-être pour ça qu'on a été si rapide. La voiture est comme ça si la voiture est comme ça lors des prochaines courses, on sera en bonne position pour nous battre avec les gars devant. Il sait que non. Il sait que non, bien évidemment. Et alors là, le clou du spectacle, c'était hier sur Canal+ dans l'émission Formula One, Toto Wolff, qui déjà commence, on va dire, par expliquer que c'est bien de revenir avec un doublé, qu'il est content de la manière, car ils ont dominé toute la course. Il y a eu des tours durant lesquels, la Mercedes était 2 secondes plus rapide et ça fait du bien au moral des troupes. Et derrière, relance très intelligente de Franck Montani qui lui dit mais alors du coup Toto, quelles sont les explications concernant ce rebond de performance, parce que vous étiez dans le dur au Brésil, en tout cas Lewis Hamilton était un peu dans le dur au Brésil, et là on vous retrouve dominant numéro 1 du côté de Las Vegas. Et Toto Wolff, très habile, ne répond pas à la question et dit je crois que les gens qui critiquaient Lewis ont vu qu'il a de la vitesse et de la maturité. Traduction, au Brésil, on était là avec Russell aussi. Hein. Oui, alors au Brésil on était là avec Russell, Ça va oui, peut-être voilà. dire ça, ils sont 4e. Hein. Oui, mais c'était pas à ce point-là dominant quand même. Enfin, Et puis Russell, il jouait la victoire. Ouais, avant, mais c'est le- bien sûr, dans des conditions où la performance auto était peut-être aussi un petit peu, on va Nivelée. dire, à niveler, Nivelée. annihilée et a fait à la part belle au facteur pilote. Pour expliquer quand même aux gens qui nous regardent, les gars, je pense qu'on pourra dire que du côté de Las Vegas, le pneumatique avait plus d'importance que les performances aérodynamiques, moteur. C'est un peu, en fait, l'adage que nous avait dit Jean-Luc Roy sur ce plateau il y a l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a des centièmes à aller chercher par le moteur, des dixièmes à aller chercher par l'aéro et des secondes dans l'exploitation des pneumatiques. Et c'est dans l'exploitation des pneumatiques, de par ces conditions, que Mercedes a excellé. Bah, c'est un épiphénomène dans la saison. Tu montres pas 2 secondes d'avance sur une évolution monoplace entre 2 semaines. C'est pas forcément possible. une Ouais, question ouais. effectivement pneumatique. Maintenant, quand tu regardes, que tu prends du recul sur la saison, je suis McLaren et Ferrari, je suis content pour Mercedes. Hein. Mais t'es conscient qu'en fait, ils ont pondu une voiture qui est pour une configuration Norvège, quoi. Et qui est pas du tout pour une configuration championnat du monde de Formule 1. Ou dans les bouses. Non, mais le 4e Grand Prix où il a fait le plus froid de l'histoire, c'est le Grand Prix de l'Eiffel en 2020, il a fait 9 degrés. S'il faut qu'il fasse 14, et il y en a pas eu beaucoup des Grands Prix où il faisait 14 ou 12 ou 11, sincèrement, hein. C'est des spas à chaque fois, hein. Mais pour des Grands Prix où il faut qu'il fasse 14 degrés pour qu'elle fonctionne, je t'invite à changer de championnat. Hein. Ouais, bien sûr. C'est le trophée Andros, quoi. Non mais. Bah écoute, On va voir tu vas, Julien partir Febvreau, avec, tu vas partir avec Julien Febvreau et Antoine Bedu. Un beau line-up, ceci dit. Moi, franchement, je signe tout moi de je suite. signe hein. le line-up. Moi, hein. je signe tout de Il y a suite. juste une déclaration de Toto, moi, qui m'a pas vraiment. Ouais. Il maîtrise évidemment sa communication. Il disait. Pas sa voiture, donc en c'est mieux. gros, George Russell, super pilotage. Il conduisait d'une autre planète en gros. Enfin, Ouais, son pilotage vient de très très loin, incroyable. Toi. Et quand tu parles d'Hamilton, grosse performance. Enfin, il revient de la 10e place grâce à une super performance de la voiture. En gros. Il y a 2-3 déclats, on y reviendra peut-être un jour, mais surtout lors des adieux d'Hamilton. Mais il y a 2-3 déclats de Toto sur le choix d'Antonelli. Vous l'avez suivi pendant la trêve et tout. Toto, il a tout et rien dit. Hein. Enfin, Oui, il a dit tout, tout et son tout contraire depuis le début de la saison. J'ai appris Hamilton la veille. Maintenant, c'est les pilotes m'ont prévenu il y a plusieurs mois. Enfin. Quand quelqu'un s'en va, ça provoque toujours un peu de problème. C'est pour ça que nous allons parler de Ferrari, en effet, on parle tout de suite de Ferrari. Iniesta. Juste quand même pour préciser, quand même pour terminer, que ce succès de ce week-end ressemble drôlement au succès de Brésil 2022. Il faudrait, j'espère en tout cas que Mercedes ne tirera pas les mêmes conclusions qu'à Interlagos. Bah, peut-être qu'il faudrait des couvertures réfrigérantes et pas chauffantes sur les pneus des Mercedes. Hein, parce que... C'est vraiment ça. Ferrari, du rififi entre Leclerc et Sainz. On attendait Ferrari
en qualité de favori du côté de Las Vegas. Le moment était crucial, notamment dans la lutte pour le titre au constructeur, mais malheureusement Ferrari était atteint par beaucoup trop de graining. Que ce soit d'ailleurs sur le train de médium de Charles Leclerc, sur le premier relais. Alors tu l'as dit, il a pas mal attaqué aussi derrière George Russell, et aussi un phénomène de graining qui a atteint les pneus durs de Carlos Sainz sur son premier relais de dur, son deuxième relais dans la course. À l'arrivée, Ferrari fait P3 et P4. Et on a le sentiment qu'il ne pouvait pas faire mieux parce qu'il ne pouvait pas aller chercher Mercedes. Mais il faut revenir quand même sur certaines circonstances, les gars, et essayer de tirer les conclusions pour la suite. Il y a ce call manqué de Ferrari sur le deuxième arrêt de Carlos Sainz qui offre un boulevard déjà à Lewis Hamilton. Et cette question, est-ce que Carlos Sainz devait-il être pénalisé ? Je vous rappelle qu'il est appelé à son stand. Au dernier moment, on lui dit non, finalement, on n'est pas prêt. Et il rentre, on va dire, dans l'entrée de la pit lane. Il en ressort en coupant la ligne blanche. Sainz qui ne respecte pas aussi derrière, sur la dernière partie de course, les consignes de son équipe, ce qui a provoqué la colère de Charles Leclerc, on le verra tout à l'heure. Est-ce que Las Vegas peut laisser des traces chez Ferrari dans cette lutte au titre justement des constructeurs qui se dessinent face à McLaren avec les 2 courses qui nous restent à vivre ? Non, il reste 2 courses. Je pense que les 2 sont suffisamment intelligents pour... De toute façon, au pire, il y a quelqu'un qui le rappellera au-dessus. Je me fais pas de soucis aussi. Oui, et celui qui le rappellera, il a de l'autorité. Donc moi, ce qui s'est passé là... Si Leclerc a été, comme il le dit, trop gentil, faut peut-être aussi durcir le ton, faut peut-être sortir les crocs, je sais pas, mais je me fais pas de soucis. Puis il le dit en radio d'après-course, enfin, je veux dire, c'est normal qu'il le dise à ce moment-là, et il le dit un peu de façon... il est sur le coup de la colère. Je suis quasiment sûr que le problème est déjà réglé. Tu penses ? Ah oui, mais débrief d'après-course. Vasseur, il a dû prendre Sainz à part en disant écoute, à un moment donné, en fait, respecte ce qu'on te dit, c'est pas parce que machin. Sainz a dû dire ses trucs et Vasseur a dû aller voir Leclerc en disant le gars s'en va dans 2 grands prix. À un moment donné, méfie-toi en fait. Tu penses que c'est simple, Sainz il a dû dire écoute, j'étais plus rapide à ce moment-là, je pense qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Il y a pas Verstappen juste derrière à ce moment-là aussi ? Si, ils sont derrière Verstappen. Bah tiens, on va prendre les 2 déclats si vous voulez, comme ça ce sera plus simple. La fameuse radio de Charles Leclerc, pour ceux qui ne l'auraient pas eu, donc c'est des échanges dans le tour de décélération avec son ingénieur Brian Bozzi, où il dit c'est comme d'habitude, j'ai fait mon boulot, mais en étant sympa, je me fais bip à chaque fois. Ce n'est même pas une question d'être sympa, c'est juste du respect. Je sais que je ne dois rien dire, mais à chaque fois, c'est pareil. Réponse de Carlos Sainz sur motorsport.com. Il était en interview à l'arrivée de la course. Il dit j'imagine qu'il est pas content, mais moi aussi, je suis pas content de la façon dont les choses ont été gérées à ce moment-là. Et oui, je pense que personne n'est heureux aujourd'hui dans l'équipe parce que nous attendions tous un peu plus. Moi, en fait, la question, les gars, que je pose, c'est au-delà des traces que ça va laisser, on a bien compris Carlos Sainz, c'est terminé avec Ferrari, c'est peut-être les dernières courses pour lesquelles il a l'occasion de gagner, de monter sur le podium, d'aller chercher des gros points. Mais c'est important ce que tu dis. Bien sûr. Peut-être que c'est la dernière fois de sa carrière. Est-ce qu'il va jouer le jeu de l'équipe jusqu'au bout, même si, tu as bien raison, Carlos Sainz l'explique aussi un petit peu plus tard, au moment où il dépasse Charles Leclerc, il doit aller chercher Max Verstappen, mais après ils vont chercher tous les 2 Max Verstappen parce qu'il y a un décalage de perf. Un relais d'après. Non, sur le même relais, parce que c'est à la fin du deuxième. C'est sur le 3e relais. C'est après, en fait, ce qui se passe, c'est que avec cette erreur. Ah oui, non, t'as raison. Je crois que en fait, Verstappen reste devant et après. Non, excuse-moi. À la suite du 2e arrêt que Ferrari se rate, à ce moment-là, Charles Leclerc en profite pour reprendre la track position par rapport à Carlos Sainz. C'est là qu'on fiche les positions chez Ferrari et c'est là que Carlos Sainz décide de pas écouter les consignes pour aller chercher Max Verstappen. Mais on est bien d'accord que le move de Carlos Sainz, il est fait juste après la sortie des stands de Leclerc. Oui. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas aussi une réponse au fait qu'on lui a complètement flingué la fin de son premier relais ? Parce que je te rappelle qu'en fin de premier relais, Leclerc revient sur Sainz parce que Sainz est complètement mort, qu'il se fait passer par tout le monde, qui dit les gars, arrêtez-moi, qu'on ne l'arrête pas. On lui dit box, et à la fin on lui dit en fait non, on n'est pas prêt. À un moment donné, Carlos Sainz, il se fait bousiller la fin de son premier relais. Qu'il prenne un mauvais départ, c'est une chose. Qu'il perde l'avantage de la track position face à Leclerc, c'est une chose. Mais derrière, il la regagne parce que Leclerc se bat. Et que Ferrari mette 2 tours à l'arrêter alors qu'il est 2 secondes plus lent d'un coup d'un seul, qu'ils s'en rendent pas compte et qu'au moment où ils veulent l'arrêter, il soit pas prêt. Je comprends que le gars soit un peu vénère et qu'en plus derrière, si on lui dit reste derrière Leclerc, je comprends, tu vois. Alors après... T'es pas censé être handicapé par ton équipe. Oui, t'as le droit de rater un départ. Et après, c'est de ta responsabilité. Mais c'est aussi de la responsabilité de Carlos Sainz de ne pas envenimer la situation derrière.
C'est-à-dire que si lui estime qu'il avait quelque chose à aller chercher, je le défends pas, j'essaie juste d'expliquer. en fait, les deux sont son point de compréhensibles. vue, oui. c'est juste que En fait, pour moi, c'est un non-événement. Non, mais sincèrement. Non, mais c'est intéressant que il y a eu tu des erreurs ce week-end qui ont échauffé les esprits et que humainement, je comprends les réactions de tout le monde. Le vrai problème pour moi, c'est le call de Ricciardo Adami et que Ferrari n'est pas prêt. Ça, c'est le vrai problème de Ferrari ce week-end. Au-delà de ça, pour moi, les pilotes ont fait un super job. Que Leclerc attaque sur George Russell, c'est ce qu'il fallait faire. Que Sainz hurle parce qu'il faut rentrer au stand parce que ça ne va plus du tout, c'était la bonne chose à faire. Que Carlos Sainz se défende par rapport à Max Verstappen en sortie des stands parce que Leclerc est sur des œufs dans le virage 2 et 3 en début, je le comprends. Maintenant, ouais, il aurait fallu être plus malin dans la gestion de tout ça, peut-être un peu plus tempéré. Mais je pense qu'aussi, on s'est fait surprendre par le rythme des Mercedes, c'est surprendre par le fait qu'on pensait faire un doublé assez aisément du côté de Ferrari. Du fait aussi qu'on sait que les deux pistes à venir seront beaucoup moins favorables que Las Vegas pour le titre constructeur et qu'à partir de là, à mon avis, il y a eu une espèce de petite tension qui est arrivée et qui a fait faire un peu des conneries. Mais imagine cette gestion-là sous Binotto. Oh là, ça va, tu vois. Ferrari fait 3 et 4 juste derrière l'écurie qui avait le plus de rythme. C'est une optimisation quand même qui, à la fin, est bonne. Donc, je comprends à la rigueur la colère de Charles, mais il n'est pas le prince de la ville hors dehors de sa principauté. Non, c'est Hamza maintenant. En Fiat Abarth. En 500 Abarth. Et qu'à un moment donné, bah ouais, en fait, Carlos Sainz, il a une âme, il a une vie, il a des envies, et que bah, c'est pas son faire-valoir, surtout quand tu ne luttes pas pour le titre. Il y a certes une position de vice-champion du monde à la clé, une position au constructeur, mais à partir du moment où Carlos Sainz n'handicape pas Ferrari au constructeur, il y a... Malheureusement, ça joue, tu vois. C'est ce que dit Frédéric Vasseur. Il disait hier après la course au micro de Jérémy Satis, journaliste d'Auto Hebdo. Il dit au final, la course d'aujourd'hui a été une question de limitation des dégâts, mais à un moment donné, nous devons marquer plus de points que tout le monde et nous ne pouvons pas nous contenter de cette limitation de dégâts. Si nous voulons garder la lutte ouverte, nous avons marqué 12 points de plus que McLaren et 16 de plus que Red Bull. Voyons ce que nous pouvons faire la semaine prochaine au Qatar, une piste qui, sur le papier, ne nous convient pas le mieux, mais sur laquelle il y a un sprint et donc encore plus de points à gagner en tant qu'équipe. Nous devons faire un meilleur travail. C'est vrai qu'après le Qatar, on en saura sans doute encore un petit peu plus sur cette lutte donc pour le championnat des constructeurs. Dernier renseignement les gars, et vous apprécierez le montage, vous allez voir. Parlons de Hulk, l'incroyable Hulk qui est bien sanctionné, une disaster class d'Alpine. Regardez plutôt avec ce tableau. Alpine. Il a mangé du Alpine, regarde, avec son short tout rose qui a complètement explosé. Notre ami Nico Hülkenberg, brillant en qualification. 10e Q3 quand même dans cette saison 2023 pour Nico Hülkenberg. Un premier relais... Oh, il a jamais fait de podium. Un premier relais qui a été aussi allongé. Ça montre aussi qu'il y a une superbe gestion des pneus du côté de Chas, parce qu'on rappelle que Kevin Magnussen est le seul pilote à avoir réussi une stratégie en un arrêt et il s'est arrêté je crois au 17e ou 18e tour. C'est lui qui a fait le plus grand premier relais. Il y a eu cette bataille fantastique avec Yuki Tsunoda qui nous a tenu en haleine pendant toute cette course, même si la réalisation ne nous a absolument rien montré. Et puis Hülkenberg à la fin qui est best of the rest, avec ce qui tranche avec la situation d'Alpine qui pourtant nous avait offert les espoirs de Pierre Gasly après une masterclass fantastique en qualification et une 3e place. Il est passé des espoirs au désespoir de l'abandon. Le premier arrêt raté d'Esteban Ocon et cette tentative d'une stratégie en arrêt qui là cette fois-ci a complètement foiré du côté d'Alpine. Ocon termine à la 17e place. Et bien au final, As reprend la 6e place à Alpine. Racing Bull aussi également grâce à la superbe course de Yuki Tsunoda se rapproche. De quoi vous voulez parler les gars ? De la masterclass de Hülkenberg ou de la disaster class d'Alpine ? Honnêtement, pour moi c'est exactement le même enseignement mais juste avec un fond différent de Ocon du Mans qu'on se casse. Oui c'est vrai. Parce que c'était le même parallèle. C'est de te dire que tu as une écurie qui est sur une trajectoire ascendante, l'autre qui est sur une trajectoire descendante. Alors oui, effectivement, Alpine a montré des belles choses, notamment en qualification. Fort en plus de ce qu'ils ont fait au Brésil. J'arrive pas à savoir pourquoi exactement cette monoplace a été forte en qualification. J'ai ma petite idée notamment sur le fait que comme personne n'a de traction, bah, du coup le gros défaut de l'Alpine tout ça, ça a été gommé. Et un peu gommé. Les défauts aéro, les défauts, comme tu dis, de grip mécanique, ça, tout ça a été même gommé de moteur, même de moteur au final. Donc, il y avait de quoi faire une bonne chose. Là-dessus, Pierre Gasly, qu'on appelle le roi du grabuge depuis des années, s'est montré à son avantage. Derrière, problème boîte moteur cumulé qui fait que ça tombe. Ça, ok, j'accepte le manque de fiabilité quand Alpine veut se redresser à la rigueur. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe avec Esteban Ocon, c'est juste de l'incompétence, quoi. Et
visiblement, c'est quelque chose qui perdure. Alors, encore une fois, l'incompétence qui provient d'une situation difficile pour les employés, de 22 Grands Prix, de changements de fuseau horaire colossaux, etc. C'est arrivé aussi chez Ferrari, par exemple. Ça, je le pardonnerai toujours à des équipes qui, elles, par contre, se donnent corps et âme pour faire fonctionner la monoplace. Mais il y a des choses stupides qui étaient facilement réglables, quoi. Enfin, Esteban Ocon rentre au stand, il n'y a personne. Enfin, à un moment donné, Littéralement personne. il y a personne. Pour ceux qui n'ont pas vu la caméra, Ouais, marqué, littéralement il a fait un personne. trou, quoi. C'est pas, on voit pas des mécanos en train de courir avec les pneus. Non, il y a personne qui l'attend. Gros, il aurait pris un Starbucks, c'était plus valuable de faire ça. Donc, encore une fois, pauvre Esteban. Et à côté de ça, encore une fois, on en a aussi parlé dans le débat qu'on a fait après l'interview beaucoup trop française d'Esteban Ocon, de Gunther Steiner. Mais de l'autre côté, il y a une écurie qui a compris, qui a quand même gardé les forces de Gunther Steiner, à savoir optimiser ce qu'on a avec du cerveau. Et c'est encore optimisé du côté de chez Haas. Et très sincèrement, c'est peut-être pas très franchouillard ce que je veux dire, mais je préférerais que cette 6ème place aille à Haas quand même. Dans le mérite. Il t'enlève les mots de la J'ai dit bouche. la même chose il y a 3 semaines, on m'est tombé dessus. Oh non. Quand j'ai dit Alpine, ça m'agace que Alpine passe de la 9ème à la 6ème place sur ce double non, mais, podium. sur ce plateau mais que- ça n'est pas la même phrase. Moi, je préférais que Haas ait la 6ème place parce qu'il le mérite plus. Au-delà de ça, Au mérite sportif. En termes de travail, enfin, moi, je ne souhaite pas à Alpine d'être 9ème pour récompenser son J'ai travail. hâte. C'est très bien pour eux qui finissent 6 ou 7ème. J'ai hâte qu'on fasse l'émission l'émission bilan, pardon. Le conseil Parce de classe. que je pense qu'on ne sera pas d'accord sur beaucoup de choses. Mais c'est plus qu'une saison médiocre chez Alpine. Et en fait, encore une fois, ça me gêne profondément que ce double podium à Interlagos donne autant de possibilités de sauver une saison comptable qui Dans la ne communication, mérite tu veux dire. absolument pas. Dans beaucoup de choses, pas de Ouais, mais pour les pilotes, c'est une bonne chose aussi. Enfin, je veux dire. mais les pilotes, moi, je pense Oui, on a qu'autour de ce toujours loué plateau, le facteur pilote. on n'a ici, jamais, ouais, bien sûr. on n'a jamais été justement sur cet aspect pilotage. On l'a redit il y a 3 semaines. C'est une chance pour Alpine d'avoir et Gasly et Ocon. Bon, bref. Pour revenir sur Haas, ce que j'ai vu de Nico Hülkenberg et de Haas, c'est l'image de ce que l'on voit depuis le début de saison. La régularité. Voilà. Sauf que, bon, t'es encore évidemment trop loin du top 4. Mais les ils ont pas points besoin de que tu l'être, en peux, fait. les points que tu peux grappiller du coup derrière dans l'autre championnat, c'est souvent Haas qui va les piocher. C'est souvent Haas qui va se qualifier en Q3, la stat que tu donnes sur Nico Hülkenberg. Voilà, après il y a une écurie, j'ai l'impression qu'on en a plus parlé depuis des mois, c'est Aston Martin. Ouais, c'est vrai. Aller au fond du trou. Ouais, hein. Et pourtant, Fernando Alonso finit au. Proyecto 1033. À l'entrée des points. C'était un Monaco. Voilà, Ils n'ont pas passé Q1, on rappelle les deux voitures. Et Alonso a dit ça y est, on est focus sur la suite, de toute façon. Bref. Non, mais Haas, Focus aussi. Ouais. sincèrement, en termes enfin, moi, l'image extérieure que j'ai, c'est que c'est l'équipe qui travaille le mieux cette saison. Non, attends. Des 10 Non, De l'autre championnat. flop 6. Ok, De l'autre championnat. ouais, Wow, ouais. je me suis dit. Non, et puis même après, encore une fois, enfin, il y a forcément le prisme du résultat qui va faire que McLaren a eu la meilleure voiture, etc. Maintenant, en fait, Haas, on en parlera dans l'émission bilan, mais je sais pas s'il y a un aspect négatif que tu peux tirer de cette saison. Clairement. Tu vois. En fait, Clairement. ils ont tout maximisé avec les moyens qu'ils ont, les pilotes qu'ils ont, le potentiel de la voiture. Un poil de Kevin Non. Magnussen quand même, mais. Qui a aidé son équipe, qui s'est souvent Ouais, sacrifié oui, en c'est première comme- partie oui, de poil, saison, je dis tu vois. vois. N'oublions pas que la 8ème place hier de Nico Hülkenberg, elle intervient quand même dans un Grand Prix où aucune équipe parmi les top teams n'a abandonné. C'est quand même, tu vois, c'est significatif. Et tu vois, devant Perez. il termine devant Perez. Et tu vois, Ayao Komatsu a eu une déclaration intéressante aussi ce week-end par rapport à une question qu'on se posait suite à l'interview avec Gunther Steiner. Ayao Komatsu a dit la grande révolution Haas cette année, ça a été justement le changement de mindset concernant l'importance des évolutions. Il dit Haas n'était pas une équipe qui justement était programmée pour proposer des évolutions qui marchent. Il s'est battu depuis son arrivée chez Haas et il dit là en prenant entre guillemets le pouvoir, il a pu insuffler ça et mettre en place en tout cas cette stratégie. On en parlera, ça sera un grand moment je pense en effet Haas à débriefer dans le conseil de classe parce que la Formule 1 s'arrête dans 18 jours mais on vous oublie pas les amis, on préparera de belles choses. J'ai déjà l'image de Brice dans le call quand on fera notre système de notation, quand je vais donner la note d'Alpine. Je connais la réaction de Brice.
Bah, moi, je la connais pas, donc. En fait, je la connais, mais on peut pas la donner à l'antenne. Ah non, parce qu'on va spoiler, j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de. Un genre Exactement. de quoi? Tu peux dire ça? On verra. Un peu dans ce genre-là. Les gars, très Heureusement rapidement. qu'on fait pas Norris, hein, putain. Pour refermer ce débrief, on fait un petit point sur les classements, pilote et constructeur. Pilote, ça va aller vite parce que Max Verstappen est, ça y est, assuré d'obtenir son 4e titre consécutif. Norris, qui mine de rien n'est pas à l'abri parce qu'il s'exprime pour rendre hommage à Max Verstappen en tant que vice-champion du monde. Mais attention, c'est pas fait, mon grand, avec 21 points d'écart. Mon grand. Oui, j'en profite. Hein. Moyen. Peut-être qu'il y aura la même photo avec Leclerc, on sait pas. Hein. J'en profite. Et Piastri, avec 2 ans de moins. Lando Norris et Charles Leclerc sont séparés de 21 points. Et puis du côté des constructeurs, c'est là désormais que se situent les enjeux et le piment de cette fin de saison 2024. 24 points d'écart entre McLaren et Ferrari et 53 points d'écart entre McLaren et Red Bull. On est d'accord, c'est cuit pour Red Bull, hein, les gars, pour le constructeur. Mathématiquement, rien n'est fait. Une seule voiture, en fait, donc oui. Exactement. C'est moi ou Russell est passé devant Hamilton? Ah non, c'était déjà le cas? C'était déjà le cas. Ouais, tout à fait. C'était déjà le cas. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas abandonné pour le classement constructeur. C'est notre ami Sergio Perez qui a dit. Oui, bon, il reste des sprints à faire. S'il faut qu'on fasse des doublés pour tant que il dit ça, il dit mathématiquement tant que rien n'est plié. On peut encore y croire, et s'il faut faire des doublés, on va mettre les bouchées d'eau pour le faire. Il a plus de conviction que Norris. dit ça, ou c'est toi qui l'a dit? Non, je te jure qu'il a dit. Je paraphrase, je le raconte peut-être un peu à ma sauce, mais dans les propos, c'est exactement ce qu'il a dit. On rappelle que le contrat de Sergio Perez était cassable à partir du moment où Max Verstappen avait le double de points de Sergio Perez. Aujourd'hui, Lando Norris et Charles Leclerc ont plus du double de points. Exactement. Je crois que Verstappen a pris 75% des points de Red Bull cette saison. C'est ça, c'est exactement ça la stat, c'est quand même monstrueux. On dirait Tsunoda avec Ricciardo ou De Vries. On n'en parlera pas, mais on vous le dit rapidement. Helmut Marko et Christian Horner semblent avoir pris leur décision concernant Sergio Perez. Helmut Marko, pour la 22e fois dans cette saison, a dit que c'est un énorme problème, les performances de Sergio Perez, parce qu'ils ne seront pas champions du monde des constructeurs et que donc du coup les employés n'auront pas leurs primes. Ça, c'est l'argument fatal d'Helmut Marko. Mais les paiera, les primes. Ouais, bon, t'inquiète pas. On verra. C'est pas fait. Il y a des discours à l'arrivée de cette course qui étaient assez particuliers. En tout cas, on s'informe. Voilà. On est en train de bosser le sujet. Exactement. Et en fait, on sait des trucs, mais on peut pas tout vous dire. Mais on vous saurez attendra pourquoi ça viendra. Voilà. Quand on pourra en parler, on vous en parlera, les amis. Voilà pour ce débrief. Un débrief historique d'un Grand Prix qui n'était pas palpitant, mais qui aura marqué en tout cas l'histoire. Pas Las Vegas, mais on l'a compris, Max Verstappen. Merci les gars d'avoir été avec nous. Mercredi, n'oubliez pas, soyez au rendez-vous. Petit débat. On parlera du départ de Bottas. J'ai envie d'avoir ton avis, Hamza, là-dessus. Et surtout, la physionomie de cette saison 2024. La physionomie. Est-ce qu'on n'a pas eu une saison chelou? Voilà, c'est ça le titre. On se retrouve mercredi, on en parle ensemble. N'oubliez pas, bien sûr, de commenter cette émission. On répondra aux meilleurs commentaires, comme d'habitude. Vous nous donnez vos avis sur tous les sujets. Et puis, si vous ne pouvez pas nous voir, écoutez-nous, bien sûr, en podcast sur toutes les plateformes streaming. Salut les amis, bonne journée les gars, mercredi, comme d'hab.